Il est normal que les planètes soient un peu inclinées sur le côté. Par exemple, la Terre est inclinée à un angle de 23 degrés. C'est pourquoi nous avons des saisons. C'est l'été, lorsque la partie du monde où tu te trouves penche plus près du Soleil. Et à l'inverse, c'est l'hiver quand tu t'en éloignes. Mais Uranus est plus inclinée que la normale. Elle repose à un angle de 98 degrés, ce qui a un effet énorme sur ces saisons. Chaque saison sur Uranus dure pas moins de 21 ans. Pense-y la prochaine fois que tu te plains que l'hiver dure trop longtemps. Ici sur Terre, nous évaluons nos trajets en minutes et en heures, voire en jours. Il faut 10 minutes pour aller à pied chez ton meilleur ami ou 15 minutes pour aller à ton café préféré. Mais dans l'espace, c'est différent. Il est vaste, ce qui signifie que nous mesurons l'écart qui nous sépare d'un certain point en années. Dans la plupart des cas, une telle distance s'exprime même en années-lumière. Si tu voulais un jour aller marcher sur la Lune, il te faudrait 9 ans pour parcourir les 380 000 km qui nous en séparent. Peut-être aimerais-tu faire un tour vers notre étoile voisine, Proxima Centauri. Si tu gardais le pied au plancher à une vitesse constante de 110 km/h, tu y arriverais en 356 milliards d'heures, soit environ 40,5 millions d'années. Au bout des 20 premiers millions d'années, tu te demanderas sans doute pourquoi tu as voulu y aller. Mars abrite la plus grande vallée que nous ayons découverte à ce jour, Valles Marineris. C'est un système assez impressionnant de canyons de 4000 km de long, soit 5 fois plus grand que le Grand Canyon. Les chercheurs l'ont repéré pour la première fois dans les années 70. Un banc de volcans situé de l'autre côté de la crête du canyon a probablement contribué à former cette vallée. Nous n'avons pas encore découvert de planète entièrement faite de diamants, mais sur certaines planètes, il pleut bien des pierres précieuses. Sur Jupiter et Saturne, les géantes gazeuses de notre système solaire, les tempêtes de foudre transforment le méthane abondant en suie, que nous connaissons aussi sous le nom de carbone. La suie tombe et se transforme en graphite. Le graphite se transforme ensuite en diamant d'un diamètre d'environ 1 cm. Mais avant de commencer à chercher comment réserver une excursion pour collecter des diamants, sache que ces diamants ne durent pas. Après avoir pénétré dans le noyau de la planète, ils fondent. As-tu déjà remarqué que lorsque tu observes les étoiles 2 nuits de suite à la même heure, mettons à 21h, elles restent au même endroit, mais pas la Lune? Il y a 2 raisons à cela. Premièrement, cela dépend de l'heure à laquelle tu fais tes observations. Par exemple, si tu la regardes un soir à 20h et le lendemain à 23h, tu verras la Lune à 2 endroits assez différents. Dans ce cas, même les étoiles auront des places différentes dans le ciel, puisque notre planète tourne. Comme tu le sais, il lui faut 24 heures pour faire un tour complet. Cela signifie que de notre point de vue, il semble que le ciel et tout ce qui se trouve là-haut se déplacent autour de nous une fois toutes les 24 heures. De la même manière, le Soleil change de position, se lève et se couche chaque jour. Donc si tu sors 2 nuits de suite à la même heure, dans la plupart des cas, tu devras attendre une demi-heure supplémentaire, voire plus, pour que la Lune retrouve la même position que la nuit précédente. Les étoiles sont pratiquement immobiles. On dirait qu'elles se déplacent, mais c'est seulement parce que la Terre tourne. En revanche, la Lune se déplace vraiment autour de notre planète et passe par différentes phases. Par exemple, la nouvelle Lune est le moment où elle est complètement noire dans le ciel. La pleine Lune est le moment où son côté éclairé est totalement tourné vers la Terre. Il lui faut environ 1 mois pour faire un tour complet de la Terre. Pour ta collecte de diamants, tu aurais peut-être plus de chance sur cette planète située à 40 millions d'années-lumière de la Terre. Les scientifiques l'appelaient autrefois Super-Terre. Une Super-Terre est généralement une planète bien plus grande que la nôtre. Cette planète, par exemple, fait le double de la taille de la Terre. Elle est si proche de son étoile qu'elle en fait le tour complet en moins de 18 heures, ce qui signifie que l'année y est plutôt courte. Et comme elle est si proche de son étoile, sa température monte jusqu'à 2700 degrés Celsius. À cause de la chaleur combinée à la densité de la planète, les scientifiques pensent que son noyau est composé de carbone sous forme de graphite et de diamants. Il y a plus de 10 ans, les astronomes ont découvert un énorme nuage de vapeur d'eau se trouvant à 12 milliards d'années-lumière de notre planète. Ce nuage est la plus grande source d'eau que nous connaissions. C'est aussi le plus ancien. Il date de l'époque où l'univers n'avait que 1,6 milliard d'années. Aujourd'hui, il a 13,8 milliards d'années. Et oui, si tu avais ouvert un compte épargne il y a 12 milliards d'années, avec les intérêts engrangés, tu aurais une jolie somme aujourd'hui. Mais les banques n'existaient pas à l'époque. Bref,
Ce nuage est si grand qu'il contient 140 000 milliards de fois la quantité d'eau de tous les océans de notre planète. Ce nuage nourrit en quelque sorte un trou noir. Il pourrait aussi contenir suffisamment de gaz, comme le monoxyde de carbone, pour encourager le trou noir à devenir 6 fois plus grand qu'il ne l'est actuellement. La température moyenne de notre planète est d'environ 14 degrés Celsius, et la température la plus élevée jamais mesurée a été de 57 degrés Celsius. Cela te semble chaud ? Eh bien, sur Vénus, elle peut atteindre 482 degrés Celsius, ce qui en fait la planète la plus chaude de notre système solaire. Mais ce n'est pas assez chaud pour faire fondre de l'acier. Il faudrait qu'elle soit plus élevée de 1400 degrés Celsius pour y parvenir. Mais c'est assez chaud pour faire fondre le plomb, et c'est bien trop chaud pour abriter la vie. Du moins, sous aucune forme que nous connaissions. Vénus n'est pourtant pas la planète la plus proche du Soleil, c'est Mercure, mais elle a une atmosphère très épaisse qui piège les gaz à effet de serre. C'est comme si tu te couvrais d'une couverture très épaisse au beau milieu de l'été. Nous avons l'habitude de voir les volcans cracher de la lave chaude en fusion. Après tout, c'est ce qu'ils font principalement sur Terre. Mais dans l'espace, les volcans ont tendance à cracher du méthane, de l'eau ou de l'ammoniac. Et ces matériaux gèlent pendant l'éruption et finissent par se transformer en vapeur gelée et en quelque chose appelé neige volcanique. On les appelle donc des cryovolcans. Tu peux les trouver sur les lunes de Jupiter, Io et Europe, sur la lune de Saturne, Titan et sur Pluton. Ces volcans sont particulièrement actifs sur Io, qui possède des centaines de cheminées. Les véhicules de la NASA ont même capturé certains d'entre eux en éruption en temps réel. Les panaches de vapeur gelée qui en sortent s'étendent sur environ 400 km. Au fait, on vient de découvrir une autre lune autour de Jupiter, qui pourrait être adaptée à l'agriculture un jour. Elle s'appelle Ia-Ia-Ho. Je plaisante. Qu'arrive-t-il exactement à la lumière après qu'elle ait disparu à l'intérieur d'un trou noir ? Le photon est une particule de lumière. L'horizon des événements est la limite d'un trou noir. Lorsqu'un élément, mettons un photon, passe cette limite, il ne peut plus s'échapper. Mais cela ne signifie pas que le trou noir l'a détruit. Il attire rapidement le photon vers son centre, où une masse énorme est entassée dans un espace infiniment petit. Mais on ne sait pas exactement ce qui arrive au photon dans des conditions aussi extrêmes. C'est toujours l'un des plus grands mystères. Un trou noir détruit-il la lumière ou non ? Saturne possède 82 lunes que nous connaissons, 53 confirmées et 29 autres qui sont toujours sur la liste d'attente pour être confirmées comme de véritables lunes avant d'obtenir leur nom officiel. Et l'une de ces lunes les plus étonnantes pourrait être un gros morceau de roche de 1470 km de diamètre appelé Iapetus. Elle est sombre d'un côté et lumineuse de l'autre. Sa moitié la plus claire est 20 fois plus réfléchissante que l'autre. Il s'avère que le côté lumineux est de la glace. Le côté sombre est un peu plus compliqué. Une théorie affirme qu'il est sombre à cause de particules provenant d'une autre lune nommée Phébé. Une autre théorie dit que cela pourrait être à cause de la chaleur. Comme cette lune tourne très lentement, sa matière sombre absorbe la chaleur, ce qui la rend encore plus sombre. À ton avis, quelle taille peut atteindre un trou noir ? En théorie, nous ne pouvons pas trouver de limite supérieure à sa masse. Mais les astronomes pensent que les trous noirs ultramassifs, UMBH, situés au cœur de certaines galaxies, ont pour la plupart une taille allant jusqu'à 10 milliards de masses solaires. Récemment, ils ont même découvert que ces UMBH ne peuvent physiquement pas grandir beaucoup plus que cela, car dans ce cas, ils commenceraient à perturber les disques d'accrétion qui les alimentent. Ce faisant, ils finiraient en quelque sorte par avoir l'œil plus gros que le ventre. La plupart des gens imaginent la couleur de l'univers comme étant quelque part entre l'aigue marine et le turquoise pâle. Même certains chercheurs pensaient que c'était le cas. Mais on a réussi à déterminer la couleur cosmique en combinant la lumière de plus de 200 000 galaxies situées à moins de 2 milliards d'années-lumière de notre planète. La vraie couleur est en fait plus proche du beige. Les chercheurs se sont trompés car le logiciel n'était pas correctement calibré. Il a finalement converti le spectre cosmique en la couleur que nos yeux verraient si nous y étions exposés. L'équipe a défini cette couleur comme un latte cosmique. Sans sucre et à emporter, s'il vous plaît. « 50 cm avec la gravité terrestre. Contrôle effectué. Maintenant, le simulateur va recréer la surface de Mercure. Oula, il fait super chaud ici! Oui, c'est comme si tu te trouvais à côté d'un volcan.
Tu sautes à une hauteur de 1,20 m. On passe à Vénus. Waouh, ça fait peur. Sur la vraie planète Vénus, tout est toxique. Et oui, la gravité sur Vénus est presque la même que sur Terre. On passe à la Lune. La gravité sur la Lune est 10 fois moins forte que celle de la Terre, 2,70 m. La planète suivante est Mars. On est pas mal ici. La gravité sur Mars est pareille à celle de Mercure. 1,20 m. Prépare-toi à galérer maintenant. Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous... Il n'y a pas de surface solide sur Jupiter. Bien que Jupiter soit plus grande en taille, sa gravité de surface n'est que 2,4 fois plus forte que celle de la Terre. C'est bon pour moi. On passe à Saturne. Pas de surface solide ici non plus. La gravité de Saturne est plus ou moins la même que celle de la Terre. C'est parti pour Uranus. Il fait tellement froid. Ici, il fait pourtant 5 fois plus chaud que sur la vraie planète Uranus. Vraiment? Je sens plus mes jambes. Un peu plus de 50 cm. La gravité est tellement moins forte que sur Terre. Et maintenant, voici Neptune. Tu sautes à 40 cm de hauteur. La gravité est tellement plus forte que sur Terre. Sortez-moi de là! C'est bon là, on a fini? Éteignez le simulateur. Nous nous souvenons tous d'avoir vu les Apollo Lunar Rover construits sur la Lune pour les missions spatiales des années 70. En plus de transporter les astronautes pour certaines explorations, ils étaient utilisés pour prendre des photos et collecter des échantillons de sol à étudier par les scientifiques. Le véhicule a été conçu par Boeing, la société célèbre pour la construction d'avions, et a coûté environ 38 millions de dollars. Le genre de petite monnaie que l'on trouverait aujourd'hui dans le canapé d'Elon Musk. Dans un avenir lointain, les technologies seront si avancées qu'une voiture régulière pour la Lune se comporterait comme un SUV ordinaire que nous avons aujourd'hui. Elle aurait une allure élégante et pourrait être produite par de célèbres constructeurs automobiles disponibles. Le Lunar Rover utilisait un accélérateur en forme de T pour déplacer la voiture à gauche, à droite, en arrière et en avant. La voiture futuriste pourra être commandée par la voix et nécessitera un contrôle humain minimal. Il est difficile de croire que le premier vaisseau d'atterrissage à arriver sur Mars a été Viking 1, lancé le 20 août 1975. Il est arrivé sur Mars le 19 juin 1976. Mais des décennies plus tard, c'est Curiosity, un engin avec 6 pattes et 6 roues attachées, qui s'est imposé comme le joli robot explorateur. Il a été conçu pour les terrains accidentés. Alors, dans un avenir lointain, un véhicule à propulsion humaine pourrait avoir un design similaire pour les personnes souhaitant admirer le coucher de soleil sur Mars. Pour que les voitures conçues par l'homme puissent fonctionner sur d'autres planètes que la Terre, il faudrait qu'elles soient électriques ou alors qu'elles produisent une quantité illimitée d'énergie. Les véhicules à essence ne fonctionneraient pas dans le vide spatial et certainement pas sur une autre planète que la nôtre. Le véhicule pourrait être alimenté par le soleil puissant et convertir l'énergie pour fonctionner. L'intérieur devrait s'adapter aux conditions extrêmes de la planète puisque l'atmosphère est très fine et irrespirable. Il devrait être très chaud car Mars peut atteindre des températures inférieures à 0. La gravité n'est pas si extrême, mais les fréquentes tempêtes de poussière posent problème. Le véhicule aurait également des roues attachées à des pattes pour pouvoir manœuvrer correctement car le terrain est difficile à parcourir. Mon avis? Eh bien je pense qu'un intérieur tout cuir avec beaucoup d'espace pour les jambes serait top. Et si on ajoutait un système audio à 12 haut-parleurs avec radio diffusant les meilleurs tubes de la décennie, ça ce serait un must. Un toit panoramique? Oh ouais! Et sans oublier les sièges arrière abattables 60-40 qui te permettront de transporter ton matériel de camping lors de tes escapades du week-end. En attendant, il est toujours possible d'avoir une vue panoramique en verre de l'intérieur dans un projet comme un bus touristique sur Mars. Il y a de nombreux endroits à découvrir, comme la plus haute montagne de notre système solaire et les sommets enneigés du Carbone. La planète rouge pourrait également disposer d'un train express. Il s'agirait d'une de ces cabines de luxe qui t'emmènerait d'un point de repère à un autre, dès que Mars aura été colonisé et bien établi. Le train serait également électrique ou alimenté par une autre source d'énergie. Mars est un endroit où il est possible d'avoir toutes sortes de véhicules puisque les conditions ne sont pas si différentes de celles de la Terre. Il faut juste s'assurer de ne jamais sortir sans casque. Si on concevait un véhicule pour Mercure, il faudrait bien se préparer à la lumière vive du Soleil en ajoutant des visières industrielles et des bandes occultantes autour du verre pour que le Soleil ne nous atteigne pas.
Au moins, nous n'aurions pas à nous soucier de la chaleur puisque Mercure n'est pas la planète la plus chaude de notre système solaire. Enfin, les températures peuvent atteindre 427 degrés par une belle journée ensoleillée et descendre à moins 184 degrés la nuit. Le véhicule devrait donc avoir de multiples couches et revêtements pour résister à ces conditions. Et il aurait très probablement des pattes d'araignée pour se déplacer car les roues en caoutchouc fondraient instantanément. Et pour se préserver des dommages, il devrait creuser sous terre pour se cacher du soleil et de l'atmosphère. Tout comme un crabe ou ces araignées qui créent des planchers de trappe. Conduire un véhicule sur Pluton serait un véritable défi, étant donné qu'il s'agit de la planète la plus éloignée du Soleil. Techniquement, Pluton n'est pas une planète, mais sa masse est encore assez importante pour être explorée. Les températures peuvent y atteindre moins 204 degrés. Une veste ne suffirait donc pas. Le véhicule aurait besoin d'une super isolation pour garder l'opérateur au chaud. La glace de méthane entoure la Terre et recouvre les montagnes. La gravité est également un problème car elle est très faible, ce qui te ferait flotter dans l'air. La conception d'un véhicule pour Pluton serait délicate. La clé pour qu'il se déplace et ne gèle pas serait la façon dont les pattes bougeraient. Il aurait également des pattes comme celles de Mercure, mais il générerait beaucoup de chaleur pour se réchauffer. Le poids serait suffisant pour maintenir ce véhicule en place. Cependant, on ne peut pas en dire autant de Neptune, la planète la plus venteuse de notre système solaire. Il est impossible de respirer dans son atmosphère, et la pression atmosphérique t'écraserait. Concevoir un véhicule serait un défi, compte tenu des nombreux facteurs externes, et il devrait être pressurisé pour contrer l'atmosphère extérieure. Il lui faudrait également un revêtement spécial pour contrer les températures extrêmes. Et comme Neptune est extrêmement venteuse, il faudrait une sorte d'ancrage pour la maintenir en place. Quelque chose comme une grande foreuse qui sortirait du ventre de la voiture et creuserait sous terre. Elle aurait également des pattes d'araignée pour se déplacer, mais elle se comporterait de la même manière que la marche d'un chameau. De cette façon, elle pourrait maintenir son centre de gravité. Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire, avec des températures atteignant 538 degrés. La pression écraserait ton véhicule comme une canette. Il faudrait donc une pression interne adéquate pour l'équilibrer. Cette voiture aurait besoin de toutes les améliorations pour contrer la chaleur. Elle aurait besoin d'un revêtement approprié, sans verre et même d'une couleur spéciale pour réfléchir la chaleur. Rien ne peut rester au sol trop longtemps, donc les pattes d'araignée ne fonctionneraient pas vraiment. Elle devrait planer légèrement au-dessus du sol comme si elle flottait. Saturne, la deuxième plus grande planète de notre système solaire, possède une atmosphère supérieure très venteuse et une gravité très forte. Les anneaux qui l'entourent sont constitués de glace dont la taille peut aller de celle d'un caillou à celle d'un bus scolaire. La pression est si forte que tu serais écrasé à la seconde où tu atteindrais son atmosphère. La conception d'un véhicule serait très difficile et étrange. Il faudrait utiliser les meilleures technologies pour résister aux pressions écrasantes et aux températures extrêmes. Le véhicule devrait être grand et composé de nombreuses couches internes. Comme il y a beaucoup de vent dans la haute atmosphère, le véhicule devrait rester au sol le plus longtemps possible. Les scientifiques ne savent pas vraiment à quoi ressemble la surface. Le véhicule devrait donc être prêt à se déplacer sur des surfaces solides, liquides et tout ce qui se trouve entre les deux. Il aurait besoin de bras mécaniques pour manœuvrer sur les terrains accidentés et de pattes multiples comme un mille-pattes. Ces bras pourraient ramasser des objets et les déplacer si besoin. Le long corps pourrait aussi se détacher et se diviser en petites capsules pour s'échapper rapido. De quoi, on ne sait pas encore. Aucun humain ne pourrait mettre un pied dehors, même s'il portait un équipement de protection. Des robots devraient être déployés pour tester la capacité des corps humains à résister aux conditions. Jupiter a des conditions plus dures que Saturne, la tache rouge étant la zone la plus dangereuse de la planète. Il s'agit d'une zone extrêmement étendue où des tempêtes semblables à des ouragans sévissent depuis des années. Le véhicule ressemblerait à celui de Saturne, mais en plus lourd. Les scientifiques ne savent pas non plus ce qui se passe à la surface, à l'exception de la pression atmosphérique écrasante. Le véhicule ne pourrait pas se déplacer à la surface s'il traversait la tache rouge. Il devrait donc creuser sous terre et se déplacer en dessous. Pour cela, il aura besoin d'une énorme foreuse ainsi que de mini-drones et de véhicules autoguidés qui pourraient être déployés depuis le véhicule principal pour l'aider à creuser et à faire des relevés. Une fois sous terre, il aurait des pattes qui l'aideraient à ramper et un nez de foreuse géant pour creuser davantage. De nombreuses parties du corps pourraient également se détacher en petites nacelles pour passer sur certains terrains et facilement se rattacher par la suite. L'endroit le plus fou où inaugurer un véhicule est le Soleil. Il n'y a pas d'autre moyen de l'imaginer que d'être autogéré. Tout humain à bord n'arriverait même pas à mi-chemin du voyage. Le lancement devrait se faire depuis Mercure dans une installation protectrice à l'abri des températures extrêmes.
Le véhicule devrait être fabriqué à partir des meilleures ressources pour résister à la chaleur et aux gaz extrêmes, et il ne durerait pas plus de quelques minutes une fois à proximité. Il ressemblerait très probablement à un satellite et flotterait autour de nous pour prendre des images que nous pourrions étudier. Cela coûterait probablement des billions de dollars, mais les résultats en vaudraient la peine, pas vrai ?